Donc arrêtons les fantasmes, mettons-nous autour de la table, travaillons à des solutions humaines en respectant le droit international, les traités que nous avons signés, le non-respect en mer aujourd'hui, la non-assistance aux personnes en danger, c'est tout simplement inimaginable. Nous sommes en train de perdre nos valeurs et je me rappelle les titres du Monde à l'époque de la jungle de Calais et de toute cette de ces populations qui arrivaient à Calais. L'Europe perd sa dignité et c'est clair aujourd'hui, l'Europe perd ses valeurs, perd sa dignité. Et pendant ce temps, le nombre de traversées clandestines de la Manche est en augmentation exponentielle avec les risques que ça représente. Merci à tous les deux d'avoir réagi sur France Info. Yann Manzi, fondateur de cette association Utopia 56, et François Gémen, directeur de l'Observatoire Hugo à l'Université de Liège et spécialiste de ces questions migratoires au sein du GIEC. Du 27 octobre au 9 novembre, je vote pour celle qui est à mes côtés dans mon territoire. Celle que j'appelle quand j'ai besoin de faire le point sur mes projets. Celle qui m'a convaincu de son utilité. Entrepreneur. Du 27 octobre au 9 novembre, votez pour votre CCI sur jevote.cci.fr. Votre chambre de commerce et d'industrie, votre partenaire de proximité. EDF. Qui dit artisan boulanger souhaitant faire un geste pour la planète, dit artisan qui pour son four électrique souhaiterait de l'électricité verte. Et qui dit électricité verte, dit EDF. Eh oui. Quand on est pro, on peut aussi devenir pro de la transition énergétique. Avec EDF, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent passer à l'électricité verte. Découvrez l'offre verte d'EDF en appelant gratuitement le 3022. Certifié avec les garanties d'origine délivrées par un organisme indépendant. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Tu crois pas qu'il a faim? Bah, il vient de téter pendant 20 minutes. Il a peut-être chaud. Ou plutôt froid, non? Ou peut-être des coliques. Tu veux pas le mettre à plat ventre sur ton bras? Bah voilà. Ah bah non. Ah mais je sais, il doit faire ses dents. Ses dents, c'est petit, c'est possible ça? Devenir parent, c'est aussi se poser des questions. Tu crois qu'il va faire ses nuits un jour? Trouvez des réponses sur 1000premiersjours.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. France Info Météo, avec l'épargne constructive CIC. Parce qu'une bonne épargne, ça se construit. Bonjour Sébastien Léas. Bonjour Augustin, bonjour à tous. Météo France nous annonce un retour au calme. Oui, après les conditions agitées des derniers jours, le pays se retrouve sous l'influence d'un anticyclone qui est positionné sur le proche Atlantique. Alors, quelques averses résiduelles pourront encore se faire remarquer cet après-midi entre le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et le Massif central, mais surtout sur les Pyrénées. Les averses, elles seront régulières avec une limite pluie neige vers 1100 mètres d'altitude. Mais c'est surtout un temps sec qui vous attend pour cet après-midi. Ce temps sec ne veut pas forcément dire ensoleillé, puisque les nuages resteront prédominants cet après-midi entre les plaines du sud-ouest, le Limousin, l'Auvergne et le quart nord-est. Le soleil sera nettement plus généreux sur le pourtour méditerranéen et entre la Charente-Maritime, les Pays de la Loire, la Normandie et l'ouest parisien. Et puis le ciel sera un peu plus variable, mais les éclaircies seront belles sur la Bretagne et l'ouest des Hauts-de-France, ainsi que près des côtes de l'Aquitaine. En revanche, en Corse, l'après-midi sera instable, notamment en Haute-Corse, avec des averses localement orageuses. Tout ça dans une ambiance fraîche ? Oui, les températures atteignent à peine 8 à 14 degrés cet après-midi. Prévoyez par exemple 10 degrés du côté de Nancy ou encore de Cherbourg et de Limoges. Autour de la Méditerranée, on attend quelques degrés de plus avec 16 à 18 degrés en général. Merci Sébastien Léas, il est 12h30. L'information, c'est avec Yasmina Adila. Le pass sanitaire sera-t-il en vigueur en été prochain ? L'Assemblée nationale adopte définitivement le projet de loi de vigilance sanitaire. Le texte donne la possibilité au gouvernement de recourir au pass sanitaire jusqu'à fin juillet prochain. Les députés valident le projet malgré les oppositions du Sénat. Didier Raoult, depuis ce matin devant l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, accueilli par quelques sympathisants venus le soutenir. Le professeur marseillais accusé de faire la promotion de l'hydroxychloroquine pour soigner le Covid-19. Pourtant, de nombreuses études prouvent son inefficacité. Son entêtement a fait beaucoup de dégâts, estime sur France Info le professeur Pierre Tattevin, président de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Jean-Luc Lahaye présenté à un juge d'instruction pour une éventuelle mise en examen après 2 jours de garde à vue. Soupçonné de viol sur mineur de plus de 15 ans, selon les informations de France Info, le chanteur a continué de nier les faits. Il parle de relations sexuelles consenties. Une cérémonie hommage ce matin à Marseille. 8 minutes de silence observées rue Aubagne pour les 8 morts dans l'effondrement d'un immeuble 3 ans après le drame. Certains immeubles sont toujours insalubres. Sur France Info, la cofondatrice du collectif 5 novembre en appelle au gouvernement.
On attend des actes et plus de paroles, lance Zora Bouquenouche. La Bourse de Paris dépasse les 7000 points pour la première fois de son histoire, notamment aidée par les résultats positifs d'entreprises. Pour Philippe Martinez, c'est le signe que la reprise est là. À côté de cela, il y a des gens qui sont encore au chômage, dans la misère, s'est indigné sur France Info le patron de la CGT. L'État prêt à débloquer 877 millions d'euros pour l'alimentation de demain. L'objectif est de permettre à la recherche d'accélérer. Les financements iront entre autres à la recherche fondamentale et appliquée pour des projets publics et privés. Merci Yasmina Adila. Toutes les volailles sont reconfinées. Le gouvernement l'impose par décret pour limiter le risque de grippe aviaire. C'est paru ce matin au journal officiel. Donc, si vous achetez une volaille étiquetée plein air, il faudra se demander à quoi ça correspond. Bonjour Grégoire Lecallot. Bonjour. Service économie de France Info. Il n'y a pourtant pas d'épidémie en France pour l'instant ? Oui, la progression du virus en Europe est sous surveillance depuis quelques mois. Chez nos voisins, les indicateurs ont viré au rouge. D'abord dans les populations d'oiseaux sauvages. 130 cas ont été détectés depuis août, surtout en mer du Nord et autour de la Baltique. Territoire de séjour européen important pour les oiseaux migrateurs. Alors le virus est passé de la faune sauvage aux élevages en Allemagne, où 3 foyers ont été détectés. Les Pays-Bas ont aussi repéré un foyer dans un élevage de poules pondeuses et ils ont décrété, eux aussi, le confinement des volailles dans tout le pays. Avec la période des migrations d'oiseaux, le virus suit leur route vers le sud. Ainsi, en Italie, 6 foyers ont émergé dans la région de Vérone, dans le nord du pays. Et en France, Grégoire ? Alors la France n'est pas épargnée par ces signaux d'alerte. 3 basses-cours ont été contaminés dans les Ardennes et dans l'Aisne, selon le ministère de l'Agriculture. Le niveau d'alerte avait déjà été relevé d'un cran le 10 septembre, avec des mesures ciblées sur les communes classées à risque. Cette fois, c'est donc tout le territoire qui est concerné par l'obligation de confinement des élevages. Mais pour être clair, il ne s'agit pas d'une épidémie, c'est une mesure de précaution pour l'éviter, justement. Pour le moment, la France conserve son statut de pays indemne de la grippe aviaire. Elle l'avait retrouvé début septembre, après la flambée de fin 2020, début 2021, qui avait provoqué déjà un confinement des élevages dans 46 départements et l'abattage de 3,5 millions de volailles. Et concrètement, cette fois, quelles mesures vont devoir prendre les éleveurs ? Alors les 11 000 éleveurs français vont devoir soit enfermer, soit placer sous filet leurs poules, canards, oies, etc. pour éviter les contacts avec les oiseaux sauvages. Les rassemblements de type foire ou concours sont interdits. Et pour les chasseurs, l'introduction dans la nature de gibier à plumes est soumise à des conditions plus strictes. Dans les eaux aussi, la vaccination est obligatoire, là où les volatiles ne peuvent pas ni être enfermés, ni être placés sous des filets. Ces mesures s'accompagnent d'une surveillance vétérinaire serrée avec des réalisation de prélèvements régulières. Merci Grégoire Lecallot, service économie de France Info. Bonjour Sylvie Collat. Bonjour. Vous êtes éleveuse dans le Gers, en charge de ce dossier grippe aviaire à la Confédération paysanne. Comment vous prenez cette annonce, ce décret du gouvernement ? Bien, cette annonce, c'est un coup de massue. Dès ce matin, quand j'ai soigné mes volailles et donc j'ai ouvert mes cabanes, puisque j'ai un petit élevage de volailles plein air, oui, j'avais l'impression à la fois d'être hors la loi et à la fois de me dire mais jamais je changerai de modèle de production, c'est celui-là qui est d'avenir, c'est celui-là pour mes enfants, mes petits-enfants. Donc, quoi qu'il en soit, vous ne l'appliquerez pas ? Donc effectivement, je suis hors la loi et je vais le rester, où j'abandonnerai la production, mais jamais je ne me conformerai à élever des volailles enfermées dans des bâtiments. Mais en même temps, vous avez vécu cette saison passée, l'hiver dernier, avec, comme le disait Grégoire Lecallot, 3,5 millions de volailles abattues. Ça marque les esprits. On n'a pas envie de se protéger d'une répétition de ce type d'événement ? Bien écoutez, je suis éleveuse dans le Gers, et le Gers a été particulièrement touché par la grippe aviaire. Et l'an dernier, j'avais demandé une dérogation, justement, à l'enfermement des volailles, dérogation qui m'avait été attribuée moyennant le respect de certaines règles dites de biosécurité, c'est-à-dire que j'ai un élevage autarcique, je ne fais pas circuler d'animaux vivants de mon élevage vers un autre élevage, j'ai même mon propre abattoir, j'ai ma propre fabrication d'aliments, donc je vis en vase clos, c'est en quelque sorte notre principe même de l'autarcie, c'est le vase clos, ce qui remplace effectivement le clos du bâtiment où justement les acteurs opérateurs dans les filières longues dites industrielles sont tout le temps soumis à l'intervention de beaucoup de gens de l'extérieur, que ce soit pour attraper les volailles, que ce soit les camions qui leur apportent l'aliment régulièrement, que ce soit tout simplement la déambulation des animaux vivants, puisque dans certaines filières, notamment le foie gras, avec la forte concentration et le modèle d'élevage industriel, les éleveurs élèvent des canards, mais les vendent pour être ensuite gavés chez un autre éleveur.
Et c'est cette circulation qui a fait l'essentiel de la diffusion de la maladie lors de la crise précédente. Donc ce que vous nous dites, c'est que ce décret, il englobe trop de monde avec des pratiques différentes et qu'il aurait fallu davantage viser certains élevages plus industriels que le vôtre, par exemple. Mais complètement, c'est-à-dire qu'on met comme bouc émissaire le plein air, alors que même les élevages dont vous avez cité les cas de grippe aviaire dans les pays européens actuels sont, à mon avis, des élevages claustrés. Vu le nombre d'animaux, il y a un cas notamment en poulet dans les Pays-Bas avec 105 000 poulets. Donc j'imagine pas que ce soit un élevage plein air. Moi-même, je n'ai pas plus de 3 000 volailles en plein air à l'extérieur actuellement, de tous âges et de plusieurs espèces, puisque j'ai aussi des pintades, j'ai aussi des jolis chapons pour Noël. Donc réellement, c'est un manque de discernement et c'est une condamnation à mort de notre modèle de production. C'est pour ça que nous sommes déterminés, parce que pour nous, l'avenir est bien dans la qualité du bien-être animal de nos animaux et aussi la qualité de l'alimentation que nous donnons à nos concitoyens. Parce que vous avez un manque à gagner économique au-delà du bien-être animal avec ce type de mesures d'enfermement ? C'est évident que nous avons des élevages qu'on appelle à croissance lente, c'est-à-dire que nos animaux sont de race spécifique pour courir et être élevés longtemps. C'est-à-dire que moi, mes volailles sont abattues entre l'âge de 12 et 14 semaines. Quand on sait qu'un poulet industriel, il est élevé en 37 jours. Donc on n'a rien à voir dans le modèle de production ni de l'alimentation. Et puis le parcours contribue à l'alimentation des animaux, contribue aussi à leur état de santé, parce que nous n'utilisons pas de produits vétérinaires, parce que nous sommes en bio, et nous avons besoin de ces parcours pour aussi l'aération des animaux, pour leur Et voilà leur pourquoi vous prônez aujourd'hui la désobéissance. En tout cas, vous l'appliquez à vous-même. Merci Sylvie Collat, éleveuse de volailles dans le Gers et confrontée à ce nouveau décret gouvernemental. Du 27 octobre au 9 novembre, je vote pour celle qui est à mes côtés dans mon territoire. Celle que j'appelle quand j'ai besoin de faire le point sur mes projets. Celle qui m'a convaincu de son utilité. Entrepreneur, du 27 octobre au 9 novembre, votez pour votre CCI sur jevote.cci.fr. Votre chambre de commerce et d'industrie, votre partenaire de proximité. Les viandes de bœuf Label Rouge, par ceux qui en parlent le mieux. Alors écoutez, c'est pas compliqué. Si vous voulez du plaisir dans votre assiette avec une bonne viande de bœuf pleine de goût, il faut des races de terroir, celles qui broutent de l'herbe des prés la majeure partie de l'année et qui mangent du foin de la ferme le reste du temps. Et là, croyez-moi, le plaisir, il est là. Mais vous êtes éleveuse ? Ah non, pas du tout, moi je suis institutrice. Mais je m'intéresse à ce que je mets dans mon assiette. Pas vous ? Les viandes de bœuf Label Rouge, le plaisir de manger mieux. Le progrès, c'est quoi ? Le progrès pour une entreprise, c'est savoir se renouveler, se réinventer. C'est être capable de sortir de sa zone de confort pour affronter les difficultés ou répondre à de nouveaux défis. Ada Guerchouch est handicapée. Être en dehors de sa zone de confort, c'est son quotidien. Je m'appelle Ada, je suis coach en entreprise. Le progrès, c'est moi. AGFIP. Ensemble, montrons que les personnes handicapées font progresser les entreprises. Du 15 au 21 novembre, c'est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Témoignez de votre engagement sur activateurdeprogrès.fr. Midi 40, le fil info, Yasmina Adila. Fin d'audition pour Didier Raoult. Le professeur marseillais répondait depuis ce matin aux questions de ses pairs. Il était convoqué par l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine, accusé d'entorse au code de déontologie après avoir fait la promotion de l'hydroxychloroquine comme traitement contre le Covid-19. Le verdict du procès d'Alexandre Benalla attendu dans la journée. L'ex-chargé de mission de l'Élysée poursuivi notamment pour des violences le 1er mai 2018. 18 mois de prison avec sursis sont requis. Xavier Bertrand appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. Invité de France Info, le président des Hauts-de-France est revenu sur la mort d'un migrant hier à Calais, percuté par un train. Le candidat à l'élection présidentielle appelle également à considérer les passeurs comme des criminels. L'Assemblée nationale approuve définitivement le projet de loi de vigilance sanitaire, un texte qui permet au gouvernement de recourir au pass sanitaire jusqu'à fin juillet prochain. Les députés valident la loi malgré l'opposition du Sénat. La mobilisation de jeunes à Glasgow en Écosse. Des militants pour le climat manifestent en ce moment pour demander plus d'action aux dirigeants du monde entier. Réunis en ce moment dans le cadre de la COP26. Les quarts de finale du Masters 1000 de Paris, Bercy en tennis. Hugo Gaston face au numéro 2 mondial Daniil Medvedev. Le Français s'est qualifié hier en battant l'Espagnol Carlos Alcaraz.
France Info. Les débats ont été longs et parfois houleux à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les députés viennent d'adopter définitivement le projet de loi dit de vigilance sanitaire. Bonjour Julie-Marie Lecomte. Bonjour. Le service politique de France Info. Le gouvernement dispose donc d'une boîte à outils pour lutter contre l'épidémie et ceci jusqu'à l'été prochain avec donc notamment le pass sanitaire qui, si nécessaire, ce n'est pas encore certain, pourra être maintenu jusqu'au 31 juillet. Oui, et d'ailleurs, je vous signale tout de suite au passage que la lutte contre la fraude se durcit. Si vous prêtez votre pass à quelqu'un d'autre, l'amende sera de 750 €, ça c'est nouveau. Et pour ceux qui se procurent ou qui fabriquent un faux pass, eh bien, ce sera 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. C'était jusqu'ici 135 €, 3 750 en cas de récidive et 6 mois de prison. Bref. Le pass, le gouvernement pourra continuer d'y avoir recours jusqu'au 31 juillet. C'était la date initialement proposée. Cela ne veut pas dire qu'il sera nécessairement maintenu. L'exécutif a toujours expliqué qu'il ne s'agissait pas de maintenir la contrainte pour le plaisir de la maintenir, mais seulement pour pouvoir réagir vite. Figure dans le projet de loi une série de critères pour justifier le recours au pass, taux de vaccination, taux de positivité des tests de dépistage, taux de saturation des lits de réanimation, mais les députés n'ont pas fixé de seuil chiffré. Les oppositions ont beaucoup protesté contre le fait que le maintien de la possibilité d'utiliser le pass jusqu'au 31 juillet enjambe l'élection présidentielle en avril. Le gouvernement devra donc présenter au Parlement au plus tard le 15 février un rapport sur les mesures prises, leur impact sur les décisions, sur les indicateurs sanitaires et les perspectives, et il sera débattu en commission ou en séance publique. Et jusqu'ici, le pass sanitaire était en vigueur jusqu'au 15 novembre, c'était la date fixée. Maintenant, ça se passe comment ? Eh bien, la loi prend le relais de la précédente. Ce qu'explique le ministère de la Santé, c'est que si l'exécutif décide que la situation actuelle ne permet pas d'assouplir les conditions d'utilisation du pass, il n'a pas besoin de prendre de nouveaux décrets. C'est a priori la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, le disait déjà il y a 15 jours. Sans être fétichiste du QR code, il ne voit pas comment une adaptation serait possible maintenant, alors qu'il y a une reprise de l'épidémie à peu près partout en Europe. La deuxième question à trancher, c'est de conditionner ou pas le maintien du pass à l'injection de la dose de rappel. Là aussi, ça fait au moins 2 semaines que l'idée chemine. Selon les informations de France Info, Emmanuel Macron a décidé de s'adresser une nouvelle fois aux Français. Il va donc trancher. Le 12 juillet dernier, en annonçant la mise en place du pass sanitaire, il avait présenté son plan d'action jusqu'à la rentrée et suspendu un certain nombre de décisions à l'évolution de la situation sanitaire. Le moment est donc venu de faire le point. Et parmi les dossiers, il y avait notamment celui de la réforme des retraites. Nous attendons donc sa prise de parole au président de la République. Merci Julie-Marie Lecomte, service politique de France Info. France Info Bourse, avec la Carac, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr. Bonjour Marjorie Ancelot. Bonjour Augustin. Les marchés parisiens ont battu un record aujourd'hui. Ouais, tout nouveau, facile à retenir parce que voilà, un chiffre rond, 7000 points. Bon là tout de suite, on est un peu au-dessus quand même, 7035 points, plus 0,7% pour le CAC 40 qui, ça aussi c'est facile à retenir, a quasiment doublé depuis son point bas de mars 2020 quand les craintes sur la crise sanitaire étaient les plus fortes. À ce moment-là, je le rappelle, les confinements c'était quelque chose de tout nouveau, on ne savait pas très bien où on allait. En plus, les États et les banques centrales n'avaient pas encore sorti la grosse artillerie pour soutenir l'économie, ce qui a été fait rapidement après. C'est d'ailleurs cette aide budgétaire et cette aide monétaire la raison pour laquelle on le voit en ce moment dans les publications trimestrielles. Les entreprises ont vite récupéré une fois que l'économie a rouvert, au point que les profits cette année sont plus élevés qu'avant la crise. AXA a publié hier soir son chiffre d'affaires à 9 mois et vu sa croissance et vu l'état de ses finances, l'assureur AXA lance un programme de rachat d'actions de 1,7 milliard d'euros d'une ampleur inédite depuis 14 ans. AXA est en hausse, ce qui soutient le CAC 40 aujourd'hui et aussi l'indice continue de profiter de sa forte exposition au secteur du luxe en pleine forme. Allez, encore un chiffre rond, une action Hermès aujourd'hui vaut presque 1500 €. Ça aussi, c'est un nouveau record. Merci Marjorie Ancelot à la Bourse de Paris. France Info Bourse, avec la Carac, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr. Mais continuons de parler de ces performances inhabituelles des marchés financiers. Bonjour Maxime Combe.
Bonjour. Vous êtes économiste, membre de l'Observatoire des multinationales. L'expérience, l'historique de ces marchés, c'est qu'il faut se méfier de ce genre de montée en flèche ? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, c'est le résultat effectivement des politiques publiques qui ont été menées depuis quelque temps pendant la pandémie et qui a consisté à débloquer des sommes relativement considérables qui ont noyé les marchés sous des liquidités. Et par ailleurs, il faut rappeler que 100% de ces groupes du CAC 40 ont été soutenus par des aides publiques liées à la pandémie. Et que ces aides publiques n'ont jamais été conditionnées. Et donc on a aujourd'hui des acteurs du CAC 40 finalement qui préfèrent rémunérer les actionnaires et supprimer des emplois. Ils ont supprimé 30 000 emplois en France l'année dernière plutôt que finalement participer à l'intérêt général. Et le dernier élément qui explique cette envolée des cours de bourse, ce sont effectivement ces programmes de rachat d'actions qui sont absolument conséquents, comme celui d'AXA, mais comme d'autres, et qui illustrent effectivement cette préférence de long terme qui n'est pas nouvelle du CAC 40 pour rémunérer ses actionnaires plutôt que d'investir dans cette économie du monde d'après, puisqu'il utilise une grande partie de sa trésorerie, et même plus que sa trésorerie ici, cette année en 2021, pour rémunérer les actionnaires plutôt que d'investir dans l'économie du monde d'après. Vous citez AXA, parlons de cet exemple qui me semble assez significatif d'une interrogation sur la vitalité de certaines entreprises. AXA, un assureur qui a été ces derniers temps souvent cité parce qu'il était au cœur de démêlés judiciaires avec des restaurateurs qui demandaient des compensations suite aux fermetures pendant la pandémie. On pourrait penser qu'AXA est en mauvaise posture depuis ces confinements et finalement l'action AXA caracole en tête. Oui, non, mais le monde de l'assurance va plutôt bien. Il s'en est plutôt bien tiré. Il a effectivement été le sujet de critiques assez acerbes de la part des restaurateurs et souvent extrêmement justifiées. Mais finalement, les pouvoirs publics, à part quelques remontrances dans quelques médias et quelques tirages d'oreilles peut-être dans des réunions, n'auront rien imposé à AXA qui aurait remis en cause la possibilité pour cette multinationale effectivement de l'assurance d'accumuler des profits en hausse tout de suite au lendemain de la pandémie et dont elle se sert aujourd'hui pour rémunérer ses actionnaires plutôt que de baisser ses polices d'assurance ou plutôt que de revenir vers les restaurateurs ou de revenir vers ces assurés qui ont été en situation extrêmement difficile en leur disant écoutez, ces résultats records sont un peu aussi les vôtres. Et donc du coup, nous revenons vers vous avec du soutien. Non, clairement, AXA est comme d'autres dans la caractérisation de cette préférence à court terme et long terme du CAC 40 pour la rémunération des actionnaires envers et contre tout. Et finalement, tout ça, quoi qu'il en coûte. Tout ça est décorrélé des pénuries dont on parle actuellement, des hausses de prix de l'énergie. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux économies différentes. Alors pas totalement, puisque là sur l'eau du CAC 40, on a aussi des Total, des Engie qui annoncent, dont l'action est fortement repartir à la hausse, dont les résultats repartent également à la hausse, dont la rémunération des actionnaires est restée à un niveau constant pour Total et repart à la hausse pour Engie, EDF et d'autres. Et donc du coup, on voit bien finalement que ces multinationales aujourd'hui préfèrent effectivement utiliser leurs bons résultats dans l'économie réelle pour alimenter leur présence sur les marchés financiers et la rémunération des actionnaires plutôt que finalement investir dans cette économie du monde de demain. C'est le cas pour les énergéticiens par exemple. Pourquoi n'investit-il pas plus dans les énergies renouvelables? Merci Maxime Combe, économiste, membre de l'Observatoire des multinationales. Il est 12h50, le fil info, c'est avec Yasmina Adila. Didier Raoult est sorti de son audition. Le professeur marseillais convoqué ce matin par l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine, accusé d'entorse au code de déontologie après avoir fait la promotion de l'hydroxychloroquine comme traitement contre le Covid-19. Emmanuel Macron prendra prochainement la parole. Une annonce après la validation du projet de loi de vigilance sanitaire par l'Assemblée nationale. Un texte qui permet au gouvernement d'avoir entre autres recours au pass sanitaire jusqu'à fin juillet prochain. Retour en confinement pour les volailles françaises. La France passe au niveau
niveau risque élevé pour des risques de grippe aviaire. Une mesure de précaution pour éviter les contaminations. Un coup de massue, réagit sur France Info une éleveuse du Gers. Le chanteur Jean-Luc Lahaye est déféré devant un juge d'instruction en vue d'une mise en examen après 2 jours de garde à vue, accusé notamment de viol et d'agression sexuelle sur 2 mineurs de plus de 15 ans. Plus de 500 000 emplois créés en France cette année dans le secteur privé, 96 100 uniquement au 3e trimestre, une estimation provisoire de l'INSEE. France Info. Le début des quarts de finale du Masters 1000 de Paris aujourd'hui, le Rolex Paris Masters. Nous aurons notamment Novak Djokovic face à l'Américain Taylor Fritz. Le Serbe numéro 1 mondial arrive plutôt reposé puisque Gaël Monfils, qui devait jouer contre lui en 8e, a déclaré forfait avant le match. Mais ceux qui suivent le tennis français ont tout de même eu leur dose de spectacle hier grâce à celui qu'on n'attendait pas forcément. Hugo Gaston, 21 ans, il a retourné la fatalité, mené 5-0 dans le 2e set. Il remonte la pente pour s'offrir la manche 7-5. Adel Belhoumri, il avait le public dans la poche. Peu avant 23h, l'accueil fait à Hugo Gaston donne le ton de la soirée. Le Toulousain de 21 ans a déjà le public dans la poche, dans un Bercy plein à craquer, près de 15 000 spectateurs. Dans les tribunes bien garnies, les enfants aussi sont là comme Gaspard, j'ai 11 ans. C'est son premier Paris-Bercy et malgré l'heure tardive, il est bien en forme, on s'en fout, c'est les vacances. On avait les places et puis comment refuser ? Même lui est intimidé par l'ambiance. C'est assez incroyable. Hein. Mais ça ne l'empêche pas d'hurler. Dans les balcons tout en haut, Nicolas a franchement les pires places. Il est derrière un garde-corps et face à ses yeux, une barre. C'est compliqué, surtout que Hugo il est un peu petit, donc on arrive à le voir entre les barres, mais ça va, on se régale. Il fait du beau jeu, donc c'est l'essentiel. On a des sales places, mais ça fait tellement plaisir de retourner dans des stades et de voir des tennisman comme ça, avec du public, c'est vraiment génial. Donc on s'en fout des places, on kiffe le spectacle. Retour au jeu, à chaque point gagné par Hugo Gaston, la foule est en délire. Et l'apothéose vient lors du 2e set, alors qu'Hugo Gaston est mené 5-0. La remontada est lancée et le public pousse comme jamais, si bien que la Marseillaise est chantée. Victoire d'Hugo Gaston, Bercy est en fusion. Même son meilleur ami Jules, assis juste derrière le court, n'en croit pas ses yeux. Le public, ça le rend complètement dingue et il adore ça. C'est ça qui le fait gagner. La pression retombe à Bercy. Hugo Gaston s'adresse à son public. Je vais être franc, j'avais déjà préparé ma tenue pour le 3e set. Mais j'ai entendu quelques remontadas et je me suis dit pourquoi pas. Un public qu'il espère au rendez-vous pour ce vendredi soir. En espérant qu'il y ait autant de monde. Encore merci à tous parce qu'il est tard. Merci d'être resté. Nul doute que l'ambiance sera de nouveau électrique ce vendredi soir à Bercy. Hugo Gaston affronte le numéro 2 mondial, Daniil Medvedev. Merci Adel Belhoumri. Une vente aux enchères particulière aujourd'hui à Paris. L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués fête ses 10 ans. Et l'institution a réuni 300 biens de luxe, Margot Steve. Et il y a de quoi faire rêver quand on ouvre le catalogue. Parmi les plus de 300 lots mis en vente, on trouve des bijoux, des lingots d'or, mais aussi des chaussures de marque, des grands crus classés, des montres et une quinzaine de voitures de luxe, dont une Lamborghini jaune mise en vente à 150 000 €. Des objets qui sont tous passés entre les mains de délinquants ou de criminels. Nicolas Besson est le directeur général de la Grasque. Vous pouvez avoir des véhicules automobiles qui étaient l'instrument de l'infraction, une voiture puissante d'un trafiquant de drogue, mais également ce qu'on appelle une saisie en valeur, c'est-à-dire que les magistrats vont déterminer le montant de la fraude, de l'escroquerie qui a été commise, et ensuite ils peuvent saisir dans le patrimoine du criminel à hauteur de ces montants-là, et c'est pour ça qu'on a des biens très luxueux, de prestige, des bouteilles de vin, des diamants, des lingots et des véhicules automobiles. Au total, tous ces objets sont mis en vente pour 1,5 million d'euros, mais les prix devraient encore grimper pendant les enchères. De l'argent qui va finir dans les caisses de l'État, explique Nicolas Besson. Tous ces signes extérieurs de richesse sont vendus et vont permettre, dans une logique vertueuse, d'abonder le budget général de l'État et également, tout aussi important, d'indemniser un certain nombre de victimes. Une démarche d'autant plus utile qu'elle sanctionne les criminels là où ça fait mal, c'est-à-dire au porte-monnaie. Ce que je constate très régulièrement, c'est que des personnes condamnées à des peines d'emprisonnement lourdes de 5, 6, 7 ans d'emprisonnement vont accepter cette décision et ne vont pas interjeter appel et vont limiter leur appel aux saisies et aux confiscations qui ont été ordonnées
Donc je pense que c'est une peine qui a beaucoup de sens et qui est très très douloureuse effectivement pour les délinquants. L'an dernier, la vente de ces objets saisis et confisqués a rapporté 8 millions d'euros à l'État, auquel il faut ajouter les 16 millions engrangés grâce à la vente des biens immobiliers, maisons, appartements ou immeubles saisis par la justice. Margot Stive, service police-justice de France Info. Il existe depuis septembre à Paris une maison dédiée à la jeunesse. Ça s'appelle Le Quartier Jeune et Manon Mella se devait de le visiter pour Génération 2022. Alors aujourd'hui, on est au Quartier Jeune, en plein cœur de Paris. C'est un espace dédié aux moins de 30 ans qui a ouvert ses portes début septembre. Et j'ai croisé Mathilde, elle a 24 ans. Elle est venue profiter de l'espace de coworking pour travailler. Mathilde vient de terminer des études en sciences économiques, un domaine résolument politique selon elle. Je considère qu'on est dans un monde où il y a de plus en plus de tensions au niveau écologique, social, économique, qu'on ne peut pas se permettre de gaspiller la ressource publique. Il faut utiliser à bon escient ces ressources. J'aime pas trop en général le potentiel gâché. C'est pour ça que j'ai envie de m'investir là-dedans en fait. Donc ça part vraiment d'un engagement en fait. Tu t'es orienté en fonction de ça. Ah oui, depuis longtemps. Ouais. Au lycée, on a un peu du mal à s'orienter directement là-dedans, mais moi j'avais choisi d'étudier les sciences éco pour ça. Ça permet à la fois d'optimiser ce pourquoi j'arrive à travailler facilement, un impact que j'aimerais avoir sur la société, comme beaucoup de jeunes, je pense. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la politique ? C'est quelque chose qui nous concerne vraiment tous. C'est vrai que je comprends le découragement d'une grande partie de l'électorat. Tu penses à quoi ? C'est vrai que ceux qui ont l'habitude de voter plutôt à gauche, là, on a un petit peu découragé face aux présidentielles qui se profilent ou des choses comme ça qui sont peut-être un petit peu angoissantes quand même. Ou par exemple les politiques actuelles qui vont pas vraiment dans le sens de plus d'égalité sociale, de liberté individuelle, etc. Donc c'est des choses qui sont un peu inquiétantes quand même. Il y a des candidats qui sont très intéressants, mais on se dit que si on vote pour eux, notre vote il servira à rien, des choses comme ça. Parce moi je me dis si je vote pour le candidat qui me tient à cœur, il ou elle va faire 5% ou 10% et au final comparé à Macron, Le Pen, Zemmour, etc. On se dit, est-ce que ça va servir à quelque chose ? Après, je vais quand même le faire, mais j'ai peu d'espoir et ça, c'est un petit peu triste au fond de se dire qu'on va voter pour nos valeurs, pour nos combats et qu'au final ça servira à rien. Et ça, j'y vais un peu dans cette mentalité-là. Merci Mathilde. De rien. Merci Manon Mella. Savez-vous que les mares regorgent de biodiversité ? Elles contribuent à la lutte contre le changement climatique, stockent du carbone, limitent les inondations et les sécheresses, épurent les eaux et rafraîchissent en cas de canicule. Mais elles sont très menacées. Que faire ? Devenez acteur de la biodiversité. Avec la Société nationale de protection de la nature, créez une mare. Faites de votre jardin une réserve de nature. Soutenez la SNPN sur snpn.com. Ah tiens, regarde, c'est le nouveau téléphone que je veux m'acheter. Mais c'est super lourd, comment tu vas porter ça ? Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ça pèse à peine 100 grammes. En fait, je viens d'apprendre qu'il faut 183 kilos de matières premières pour fabriquer un téléphone neuf. Ah oui, d'accord, c'est énorme. Vous aussi, relevez le défi Rien de Neuf pour changer votre façon de consommer et réduire le gaspillage. Rendez-vous sur riendeneuf.org pour vous inscrire et découvrir les solutions avec Zero Waste France. Cet espace publicitaire a été offert par Radio France au titre de son engagement pour la transition écologique. France Info Météo avec l'épargne constructive CIC. Parce qu'une bonne épargne, ça se construit. Le moment Météo France, Sébastien Léas, vous nous annoncez une après-midi ensoleillée sur le pourtour méditerranéen. Oui, sous l'impulsion du Mistral et de la Tramontane, le ciel va rester bien dégagé sur le Languedoc-Roussillon et la Provence. Soleil et belles éclaircies aussi cet après-midi sur les Alpes, ainsi qu'entre l'ouest des Hauts-de-France et du bassin parisien jusqu'à la Gironde et Hollande, ainsi qu'aux côtes de la Manche et aux pointes du Finistère. Sur le reste du pays, en revanche, ce sont les nuages qui l'emporteront cet après-midi. Alors la couche nuageuse aura quand même tendance à se morceler, mais quelques averses isolées pourront aussi se faire remarquer, notamment entre le Massif central, les Vosges et le Jura. Le long des Pyrénées, les averses seront plus nombreuses. Et puis en Corse, le ciel sera partagé entre risque d'averses et d'orages à l'est, étant plus sec et timides éclaircies à l'ouest. Merci Sébastien Léas, il est 13h. France Info, midi 14h, Augustin Rivet.
Bonjour Laurent Doulsan. Bonjour Augustin, bonjour à tous. La mort d'un migrant fauché par un train hier soir à Calais. Valentin Winato est retourné ce matin sur les lieux du drame où les migrants ont installé un camp de fortune juste à côté de la voie ferrée. Plus rien ne s'oppose à la prolongation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet prochain. Malgré l'hostilité des sénateurs, le Parlement a voté définitivement ce matin le projet de loi qui permet au gouvernement de maintenir ce pass. Un autre article de ce texte inquiète les oppositions. C'est celui qui donne aux chefs d'établissement scolaire la possibilité de connaître le statut vaccinal des enfants. L'heure du jugement pour Alexandre Benalla. L'ancien chargé de mission de l'Élysée sera fixé sur son sort cet après-midi. La justice lui reproche notamment des violences commises le 1er mai 2018 contre des manifestants. Enfin, une journaliste chinoise est en danger de mort après une longue grève de la faim en prison. Son crime, avoir filmé la réalité de l'épidémie de Covid dans la ville de Wuhan. Et dans 2 jours, le départ de la Transat Jacques Vabre, transatlantique en double. Les skippers se préparent. L'un d'entre eux sera avec nous, Fabrice Amédéo, dans 20 minutes pour nous dire comment il envisage cette course. Un nouveau drame fatal à un migrant s'est donc produit hier soir à Calais. Cet homme a été percuté par un TER. L'accident a fait également 3 blessés, dont un grave. Valentin Winato, vous vous êtes rendu ce matin sur les lieux du drame. Alors comment peut-on expliquer cet accident ? Eh bien déjà Laurent, par la proximité des rails avec ce camp, pour vous décrire un peu la zone, là je suis par exemple dans un lotissement avec un supermarché, des maisons, mais il suffit de faire 1, 2, 3 pas, d'enjamber le passage à niveau et on se retrouve sur ce terrain vague. C'est là que vivent plusieurs dizaines de migrants, juste à côté des rails donc. Des tentes de fortune se dressent sous les arbres le long des grillages. Certains n'en ont même pas et sont allongés sur un bout de carton entre les flaques d'eau et les détritus qui jonchent le sol. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ici à Calais, les interventions de police sont de plus en plus fréquentes. Ils viennent tous les jours nous retirer les couvertures, me disait Ahmed ce matin. Résultat, pour éviter de se faire contrôler et gazer, les migrants préfèrent emprunter les rails pour être à l'abri des regards, quitte à prendre beaucoup de risques comme hier soir. Alors Valentin, pourquoi ces migrants restent-ils aussi près de la voie ferrée ? Eh bien parce que ce terrain vague à côté des rails est un lieu plutôt stratégique pour eux, si je puis dire, à 500 mètres au loin, juste derrière une forêt qui abrite d'autres tentes et d'autres migrants. Il y a un parking sécurisé. Ce parking, c'est là que les camions de marchandises en partance pour le Royaume-Uni transitent souvent. Et c'est aussi là que les migrants tentent de se glisser ou de s'accrocher tant bien que mal aux remorques. Des tentatives ultra risquées, bien sûr. Il y en a de plus en plus selon les bénévoles qui distribuent des repas. Ça devient de plus en plus compliqué de compter les morts, confiait ce matin l'association Utopia. Valentin Winato en direct de Calais avec Alexandre Abergel pour les moyens techniques. Les objections des sénateurs n'y ont rien changé. Le Parlement a voté pour de bon ce matin le projet de loi dit de vigilance sanitaire. Un texte qui permet au gouvernement de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet prochain. Mais il n'y a pas que cette question du pass qui fait polémique. Les oppositions dénoncent un autre aspect du texte, Noémie Bonin, celui qui permet aux chefs d'établissement scolaire de connaître le statut vaccinal de leurs élèves. Aujourd'hui, seule la sécurité sociale sait si tel ou tel élève est vacciné contre le Covid. Si besoin, les familles produisent une attestation sur l'honneur. Et cette formule suffit, assure Laurence Collin du syndicat des chefs d'établissement SNPDEN, farouchement opposé à cette mesure. Ah non seulement c'est pas demandé, mais on est contre et ça ne nous regarde pas. Qu'éventuellement l'ARS le fasse, ou l'infirmière ou le médecin scolaire, pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose qu'on souhaite avoir à faire. Ce qui nous demanderait du travail en plus, c'est des informations que nous n'avons pas à connaître. Désormais, avec cette nouvelle loi, les directeurs, les principaux, les proviseurs auront donc jusqu'à la fin de l'année scolaire les informations officielles. Quel élève est vacciné, mais aussi quel autre est contaminé ou cas contact. Pour le gouvernement, c'est pour faciliter les campagnes de dépistage et de vaccination au milieu scolaire. Ça ne servira à rien, répond la Fédération de parents d'élèves FCPE, à part rabaisser le rôle des familles, estime la coprésidente Clara Dugo. C'est la question de la confiance. En faisant ça, le gouvernement, quelque part, met de côté en fait les parents d'élèves et d'autres acteurs de la communauté éducative. Donc non, c'est plutôt mal engagé. Avec le risque, enfin, que cette mesure crispe certaines situations entre les équipes pédagogiques et les familles. Noémie Bonin, spécialiste éducation de France Info. Le professeur Raoult était convoqué ce matin à Bordeaux devant le Conseil de l'Ordre des médecins, qui a été saisi de 2 plaintes contre lui pour des entorses au code de déontologie. Le rendez-vous est maintenant terminé. On reproche essentiellement à l'infectiologue marseillais ses prescriptions d'hydroxychloroquine pour soigner les malades du Covid, alors que l'efficacité de ce médicament est loin d'être prouvée. Didier Raoult risque des sanctions qui peuvent aller d'un
simple avertissement à la radiation, pure et simple. La décision sera rendue dans un délai de 2 à 8 semaines. Tous les éleveurs français de volailles doivent confiner leurs animaux à partir d'aujourd'hui en raison de la menace de la grippe aviaire. Un arrêté en ce sens a été publié ce matin au journal officiel. Une décision radicale prise en raison de la multiplication des cas dans les pays voisins et du risque de transmission du virus par les oiseaux migrateurs. Les pouvoirs publics espèrent ainsi éviter l'hécatombe de l'hiver dernier. La grippe aviaire avait conduit à l'abattage de 3,5 millions de volailles, essentiellement des canards. Alexandre Benalla sera fixé sur son sort cet après-midi. Le tribunal correctionnel de Paris rend son jugement vers 14h contre l'ancien chargé de mission de l'Élysée, accusé notamment de violence contre des manifestants le 1er mai 2018. Au procès au mois de septembre, David Di Giacomo, le parquet avait requis contre lui une peine de 18 mois de prison avec sursis. L'affaire Benalla a déjà été jugée par le tribunal de l'opinion. Les prévenus, déjà marqués au fer rouge des réseaux sociaux. Il faut maintenant que cette affaire s'efface derrière un jugement. Ces mots, ce sont ceux du procureur lors de ses réquisitions en septembre dernier. Il dira encore d'Alexandre Benalla, jeune conseiller à l'ascension fulgurante à l'Élysée, qu'il sait brûler les ailes. Mais s'il a bien repoussé les limites de ce qui est autorisé, cela ne justifie pas pour autant de la prison ferme aux yeux du ministère public, qui réclamera 18 mois avec sursis pour la dizaine de délits qui lui sont reprochés. À 30 ans, Alexandre Benalla s'est aujourd'hui reconverti dans le privé. Son avocate Jacqueline Lafont attend du tribunal que derrière la tornade médiatique, il ne juge que les faits. Dans un dossier où, dit-elle, on a essayé d'additionner des petits cailloux pour en faire un gros. David Di Giacomo. Jean-Luc Lay est déféré devant un juge d'instruction aujourd'hui après 48 heures de garde à vue. Le chanteur risque une mise en examen pour des viols et des agressions sexuelles commises sur 2 adolescentes en 2013 et 2014. Une manifestation de la jeunesse est prévue aujourd'hui à Glasgow pour faire pression sur la COP26 et l'inciter à prendre des mesures fortes contre le réchauffement climatique. Comme la jeune Suédoise Greta Thunberg, les participants estiment que les engagements pris à la conférence sur le climat ne sont pas à la hauteur des enjeux. Elle s'appelle Zhang Zhan, elle a 38 ans et selon sa famille, elle est désormais proche de la mort. Cette journaliste chinoise condamnée à 4 ans de prison observe toujours une grève de la faim qui risque de lui être fatale. Elle a été jugée pour trouble à l'ordre public pour avoir filmé la ville de Wuhan en plein chaos sanitaire au début de l'épidémie de Covid en février 2020. À Pékin, Dominique André. Zhang Zhan mesure 1m77 et pèse moins de 40 kilos. Son frère a publié un message sur Twitter pour alerter la communauté internationale. Dans l'hiver froid qui arrive, écrit-il, je ne pense pas qu'elle puisse vivre longtemps. Si elle ne tient pas, j'espère que le monde se souviendra d'elle. L'avocate avait été arrêtée après avoir filmé des malades dans le couloir d'un hôpital surchargé début 2020 à Wuhan. Ces images rares avaient choqué et avaient donné la mesure du désespoir des habitants enfermés dans la ville où l'épidémie est apparue la première fois. Aujourd'hui, le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas donné de précision sur son état de santé. Pour le porte-parole, les appels à la libération sont de la manipulation politique anti-chinoise. Selon ses avocats, la journaliste citoyenne serait nourrie de force via une sonde nasale. Le cas de Zhang Zhan s'ajoute à ceux de plusieurs journalistes chinois indépendants emprisonnés pour avoir rendu compte de l'épidémie à Wuhan. Pékin, Dominique André, France Info. Un mode sport avec du tennis. Hugo Gaston poursuit son parcours exceptionnel au Master 1000 de Bercy. Le Français 103e joueur mondial s'est qualifié pour les quarts de finale la nuit dernière en battant l'Espagnol Carlos Alcaraz. Gaston que l'on retrouvera dès ce soir, opposé cette fois-ci au numéro 2 mondial, Daniil Medvedev. Autant dire une sacrée montagne. Merci Laurent Doulsan. Je suis Juliette, j'ai la mucoviscidose. Avant, avec ma maladie, on ne dépassait pas 10 ans. On ne pouvait pas penser faire des études, fonder une famille ou travailler. Aujourd'hui, les choses ont changé. Grâce à la lutte contre la mucoviscidose, la recherche et les traitements ont fait beaucoup de progrès. 50% des malades sont adultes. C'est incroyable. Mais un malade meurt en moyenne à l'âge de 34 ans. Ensemble, gardons le souffle du combat. Pour vaincre la mucoviscidose, faites un don sur vaincrelamuco.org. France Info, midi 14h, Augustin Rivet. Plusieurs accidents de chasse en quelques jours. Les chasseurs et les promeneurs peuvent-ils cohabiter ? On se posera la question après le fil info, 13h10, Laurent Doulsan.
Le gouvernement a maintenant les moyens de maintenir le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet prochain. Le projet de loi dit de vigilance sanitaire qui permet cette prolongation du pass a été voté définitivement ce matin par le Parlement, malgré l'hostilité du Sénat. Un texte dénoncé par les oppositions qui dénoncent un état d'exception instauré en pleine campagne présidentielle. Le CAC 40 bat tous ses records de hausse à la Bourse de Paris. Pour la toute première fois, l'indice phare de la place financière parisienne a franchi ce matin le seuil des 7000 points. Jean-Luc Lahaye est déféré devant un juge d'instruction aujourd'hui après 48 heures de garde à vue. Le chanteur risque une mise en examen pour des viols et des agressions sexuelles commises sur 2 adolescentes. Xavier Bertrand réagit sur France Info au drame à répétition qui frappe les migrants dans sa région des Hauts-de-France. Hier soir encore, un migrant a été tué par un train alors qu'il traversait une voie ferrée à Calais. Selon le candidat à l'investiture LR pour la présidentielle, Emmanuel Macron ne fait rien pour améliorer la situation. La jeunesse se mobilise aujourd'hui à Glasgow pour faire pression sur la COP26 et l'inciter à prendre des mesures fortes contre le réchauffement climatique. Une manifestation est prévue sur place. Les participants estiment que les engagements pris à la conférence sur le climat ne sont pas à la hauteur des enjeux. France Info. Nous avons appris hier soir la mort de l'automobiliste qui avait été touché par une balle perdue le week-end dernier en Ille-et-Vilaine. Balle d'un chasseur. Un promeneur avait été gravement blessé 2 jours avant en Haute-Savoie. Et ce week-end, c'est le grand gibier qui va commencer à être chassé en forêt domaniale de Rambouillet. Ce sont des dates territorialisées, mais Rambouillet est significatif sans doute de ce risque qui existe. Il y a beaucoup de promeneurs qui vont s'y balader. Il faut savoir cohabiter. En Côte d'Or, il existe depuis l'an dernier une charte pour vivre la nature ensemble. Dimitri Morgado, c'est une initiative commune des fédérations de chasse et de randonnée. Malgré le froid et les quelques gouttes de pluie, Annie et Agnès se promènent en bordure de forêt au Mont-Afrique. Et comme d'habitude, elles prennent leurs précautions. Je m'habille en conséquence déjà. C'est-à-dire en conséquence Vous voyez, je suis habillée en orange. On me voit de loin. Et à chaque fois, ça se passe plutôt bien avec les chasseurs. On a déjà rencontré des chasseurs les années passées, il n'y a aucun souci. Et puis après, Inch'Allah, s'il arrive quelque chose... Non, mais on ne peut pas tout maîtriser. Pour éviter justement qu'il se passe quelque chose, les 2 amis consultent l'application Chasse Info. Lancée depuis septembre par la Fédération des chasseurs de Côte d'Or, elle permet de localiser les zones chassables selon les jours de la semaine, c'est-à-dire les endroits où il pourrait éventuellement y avoir des chasseurs. L'initiative est plutôt saluée sur le principe par le comité de randonnée pédestre de Côte d'Or, même si sa présidente, Corinne Détouillon, y voit quand même quelques limites. J'ai un comité d'entreprise qui nous a mandaté pour organiser une randonnée avec des salariés. Et bon, lorsque je regarde l'application, effectivement, tout est signalé comme étant chassable. Ça reste quand même difficile parfois de trouver un lieu sans chasse sur le terrain. Pour elle, il faut surtout que les chasseurs soient plus vigilants. Et pour ça, la réforme de la chasse votée en 2019 prévoit des formations. Pascal Sécula, le président de la Fédération des chasseurs de Côte d'Or. Ça veut dire qu'un chasseur qui a son permis depuis 20, 30, voire 40 ans devra obligatoirement passer cette formation pour confirmer son savoir sur les notions élémentaires de sécurité. Des formations qui vont quand même avoir du mal à rassurer certains riverains, comme à Chevigny-Saint-Sauveur, là aussi près de Dijon. Bernard Perrette est membre du collectif Chevigny Environnement. Il y a toujours avec les chasseurs un rapport de force en fait. Ils sont armés quand même, donc plus les chiens, donc c'est un peu compliqué quand nous, promeneurs ou en vélo, on est au contact des chasseurs. C'est une crainte en tant que promeneur. Il va de toute façon falloir que tout le monde cohabite au moins jusqu'au 28 février prochain, date de la fermeture de la chasse en Côte d'Or. Ce reportage de Dimitri Morgado. Bonjour, Régis Sargue. Bonjour. Vous dirigez la Fédération de chasse des Landes. Nous sommes dans un autre territoire de France. Est-ce que vous pouvez rassurer les auditeurs qui seraient susceptibles de se promener en forêt? Est-ce qu'on peut se balader à l'esprit serein? Mais je crois que le résumé qui vient d'être fait est finalement un excellent résumé. C'est-à-dire qu'il y a une parfaite communication entre les chasseurs, les randonneurs et les autres usagers de la nature. L'exemple de la Côte d'Or est très intéressant puisque finalement il fait suite à une convention nationale entre la Fédération nationale des chasseurs ainsi que les randonneurs, mais on peut aussi citer la Mountain Bike Foundation, où finalement il y a une volonté permanente de communiquer, de cohabiter et de vivre ensemble. Et alors, en fait, cette application Chasse Info dont Dimitri Morgado nous parlait dans le reportage, elle n'est pour l'instant disponible qu'en Côte d'Or et en Haute-Marne. Il existe d'autres applications, par exemple dans les Landes, pour parler d'un territoire que vous connaissez bien ?
c'est ça, c'est tout le temps une dynamique de progrès. Il n'y a pas cette application dans le département des Landes, mais il y a d'autres applications, notamment une qui est générée par les communes, où ce sont les communes qui vont, via une application, mettre en ligne, eh bien tiens, ce week-end il y a battu, ou ce week-end il n'y a pas de battu, qui permet à tout un chacun de pouvoir avoir de l'information sur son territoire, et donc qui permet, dans la plupart des cas, une parfaite cohabitation entre les différents usagers de la nature, parce qu'il y a les randonneurs, mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent être sur le territoire. Parce que s'il y a des accidents de chasse, selon vous, c'est d'abord parce que les randonneurs manquent d'informations ? Non, là aussi, il faut mettre en perspective les chiffres. Donc, on discute aujourd'hui, malheureusement, suite à cet accident tragique qui a coûté la vie à cet automobiliste, et nous sommes en totale compréhension et parfaite humilité dans chaque drame est de trop, nous en sommes parfaitement conscients. Mais il faut là aussi remettre en perspective la dynamique de progrès qui est réalisée ces 20 dernières années. C'est répété en boucle, mais on a l'impression que ça ne marque pas. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre conscience que nous avons diminué de 71% les accidents mortels, avec 11 accidents mortels l'an dernier, c'est vrai, essentiellement des chasseurs, et une diminution de 40% de tous les incidents. C'est-à-dire que tout l'appareil cynégétique français, les fédérations, les associations, essayent de tendre vers ce risque zéro, c'est-à-dire que la sécurité est le primo-objectif des chasseurs, parce que bien entendu, tous les drames doivent être évités. Et c'est quelque chose que nous soulignons parce que finalement, l'accidentologie dans la chasse en France baisse énormément, alors que dans le même temps, le nombre de projectiles a considérablement augmenté. Mais il reste un risque et il reste des victimes. Yannick Jadot, le candidat écologiste à la présidentielle, propose d'interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires pour limiter ce risque, pour qu'il y ait moins de rencontres entre chasseurs et promeneurs. Quel est votre avis là-dessus ? Non, mais je crois qu'il faut être sérieux. On sait très bien que c'est une diversion politique où, on le dit souvent, mais en pleine COP26 où des enjeux écologiques sont majeurs. Les propositions des écologistes, c'est de fermer la chasse le week-end. Vous savez, je vous disais il y a quelques secondes qu'on tirait beaucoup plus de projectiles aujourd'hui. Il faut savoir qu'on tire environ 10 millions de projectiles au grand gibier. Il y a 1 million d'impacts de foudre par an en France. Et nous avons à peu près le même nombre d'accidents à la chasse qu'en France. C'est-à-dire que vous avez bien plus de chances de vous faire foudroyer en forêt que d'avoir un accident de chasse. Donc il faut recontextualiser tout ça. Il faut regarder les faits. C'est quelque chose qui est complètement irrationnel aujourd'hui dans les médias. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est plus rationnel sur ce sujet. Je pourrais vous citer toutes les anecdotes, mais qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Je veux dire, l'année dernière, il y a eu 1300 accidents de trottinettes en France, dont plusieurs sont mortels. Je n'ai pas vu de campagne médiatique extraordinaire sur la trottinette, alors même que c'est un problème écologique, puisque l'on sait très bien que nombre d'entre elles finissent dans les rivières. On pourrait faire un débat sur beaucoup de choses. En tout cas, vous étiez invité à vous prononcer sur la chasse. Merci pour ça, Régis Arg, directeur de la Fédération de chasse des Landes. La Carac se bat pour moi. La Carac est une mutuelle d'épargne solide et engagée qui défend mes intérêts. Sur la plupart des produits d'épargne, la Carac ne prend aucun frais sur mes versements. 0%. En faisant le choix d'investissement responsable, la Carac donne du sens à mon épargne. Et mon conseiller expert Carac est toujours à mon écoute. Voilà pourquoi je suis à la Carac. Retrouvez les conditions d'adhésion sur carac.fr. Carac, engagé pour l'avenir de votre patrimoine. Mutuelle soumise au livre 2 du Code de la mutualité. EDF. Qui dit imprimeur souhaitant faire un geste pour la planète, dit imprimeur qui, pour ses rotatives, souhaiterait de l'électricité verte. Et qui dit électricité verte, dit EDF. Eh oui. Quand on est pro, on peut aussi devenir pro de la transition énergétique. Avec EDF, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent passer à l'électricité verte. Découvrez l'offre verte d'EDF en appelant gratuitement le 3022. Certifié avec les garanties d'origine délivrées par un organisme indépendant. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. France Info, midi 14h. Augustin Arrivé. Nous allons partir en mer avec les skippers de la Transat Jacques Vabre. Ceci après le fil info, il est 13h20. Laurent Doulsan.
Le mea culpa des évêques de France qui étaient réunis toute la semaine à Lourdes. Ils viennent de reconnaître, je cite, la responsabilité institutionnelle de l'Église dans les agressions sexuelles révélées récemment par le rapport Sauvé. Ils soulignent la dimension systémique de ces crimes. Le professeur Raoult s'est expliqué ce matin à Bordeaux devant le Conseil de l'Ordre des médecins, saisi de 2 plaintes contre lui pour des entorses au code de déontologie. Rien à filtrer de l'entretien. On reproche à l'infectiologue marseillais ses prescriptions d'hydroxychloroquine pour soigner les malades du Covid, alors que l'efficacité de ce médicament est loin d'être prouvée. Didier Raoult risque des sanctions qui peuvent aller d'un simple avertissement à la radiation. La décision sera rendue dans un délai de 2 à 8 semaines. Les objections des sénateurs n'y ont rien changé. Le Parlement a voté pour de bon ce matin le projet de loi dit de vigilance sanitaire. Un texte qui permet au gouvernement de prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet prochain. Une manifestation de la jeunesse aujourd'hui à Glasgow pour faire pression sur la COP26 et l'inciter à prendre des mesures fortes contre le réchauffement climatique. Comme la jeune Suédoise Greta Thunberg, les participants estiment que les engagements pris à la conférence sur le climat ne sont pas à la hauteur des enjeux. En tennis, Hugo Gaston poursuit son parcours exceptionnel au Master 1000 de Bercy. Le Français 103e joueur mondial s'est qualifié pour les quarts de finale en battant l'Espagnol Carlos Alcaraz. Gaston que l'on retrouvera ce soir, opposé cette fois-ci au numéro 2 mondial Daniil Medvedev. France Info. Le grand départ de la Transat Jacques Vabre dimanche au Havre, une transatlantique en double, direction cette année la Martinique. Étonnamment cette année, Jérôme Val, 4 des skippers engagés sont en réalité des champions de ski. Il a été le maître du slalom. Il y a une décennie, le Croate Ivica Kostelic a même remporté le gros globe de cristal en ski. À 41 ans, le voilà au départ d'une transatlantique. Aurélien Ducrot, qui va s'élancer sur un bateau neuf, a fait le même chemin des pistes enneigées au grand large. C'était il y a 12 ans. Double champion du monde de freeride, il a même réussi le tour de force d'emmener avec lui ses partenaires de ski. Forcément, ça prend un petit peu de temps parce que pour eux, c'est loin. Pour eux, c'est un autre monde et il faut petit à petit le découvrir. Et au final, les partenaires qui m'ont accompagné dans ma carrière de skieur continuent à me faire confiance dans cette carrière de marin. Donc c'est hyper chouette pour moi, c'est symbolique parce que ça fait partie de mon histoire. La mer et la montagne comme une filiation naturelle selon Mathieu Crépel. Il a remporté 2 médailles d'or aux mondiaux de snowboard dans les années 2000 et pour la première fois, il sera au départ d'une prestigieuse course à la voile. C'est 2 mondes qui se comprennent. Cette notion de communion avec l'élément, mais en même temps d'être dans des éléments qui sont durs. Il faut aller chercher au plus profond de soi-même pour se prouver des choses. Donc il y a de grandes similitudes et les montagnards et les marins s'entendent très bien. Ouais. Comme lui, Julia Vira, guide de haute montagne pendant 20 ans, veut réaliser son nouveau rêve, être sur un bateau à l'assaut de l'océan. Jérôme Val, qui nous fera vivre d'ailleurs avec Catherine Potier et les équipes de France Info mobilisées le départ de cette transat dimanche depuis Le Havre. Bonjour Fabrice Amédéo. Bonjour. Merci d'être avec nous à 2 jours du grand départ. Vous faites équipe avec Loïs Béréard sur l'IMOCA Nexan. Un mot sur ces stars du ski d'abord qui viennent tenter de vous faire de la concurrence, des champions qui ont toute leur place ? Oui, alors déjà, petite précision, mon bateau s'appelle Nexans à Rive-Fenêtre, excusez-moi de préciser. Et en effet, moi je trouve ça très sympa, ces stars du ski qui viennent prendre le départ de la Transat Jacques Vabre et qui se mettent à la course au large. Il y a aussi des stars de l'athlétisme, puisque Jean Galfione, l'ancien champion du monde de saut à la perche, très grand athlète, prend aussi le départ de cette course. Donc la voile est un sport qui amène des gens de divers horizons et je trouve que ça fait la richesse de ce sport aujourd'hui. Bon, il y a la compétition de toute façon, mais pas que ça. Vous avez occupé votre année à une autre activité, en quelque sorte une autre préoccupation, du moins l'environnement, avec un Tour de France microplastique. Il s'agissait de longer tout notre littoral pour prendre des mesures de pollution de l'eau. Ça s'est fini cet été. Je crois que vous allez profiter de la Transat pour contribuer encore à ces mesures. Oui, tout à fait. Donc j'ai réalisé un tour de France microplastique cet été au plus près du littoral français pour mesurer la pollution microplastique avec un capteur qui est normalement à bord de mon IMOCA et que là j'avais mis sur un plus petit bateau de croisière pour me rapprocher très près des côtes françaises. Et donc là, sur cette Transat Jacques Vabre, j'embarque à nouveau mes capteurs, donc un capteur de CO2, salinité, température en surface. Ce sont des données qui intéressent énormément la communauté scientifique, et un capteur de microplastique pour mesurer la pollution plastique sur le parcours. Là aussi, ça intéresse énormément la communauté scientifique, qui nous appelle bateau d'opportunité, c'est-à-dire qu'on est un bateau de course, mais on offre à la communauté scientifique l'opportunité d'avoir des données sur des parcours sur lesquels ils vont très peu. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience ? Une déprime ?
Écoutez, sur le Vendée Globe, malheureusement, je me suis arrêté en Afrique du Sud, mais du coup, on a fait tout un maillage de l'océan Atlantique entre la descente jusqu'en Afrique du Sud et la remontée ensuite le long de l'Afrique pour rentrer en Europe. Et les premiers résultats laissent entendre que la situation, certes, est mauvaise, mais loin d'être aussi catastrophique qu'on pouvait l'imaginer, qu'il y a du microplastique partout, mais pas dans des concentrations démesurées. Et que donc la nature est résiliente et qu'il faut peut-être espérer garder espoir à condition de se mobiliser collectivement. Bon, vous parliez du Vendée Globe, effectivement, qui a été décevant pour vous. C'est la première fois que vous étiez contraint à l'abandon. Pour revenir sur cette Transat Jacques Vabre qui commence dimanche, c'est difficile de se relancer dans un esprit compétitif après cette déception du Vendée Globe ? Comme tout sportif, après un échec, il y a un coup dur et il y a un petit creux de vague au niveau mental, c'est normal. Je me suis ressaisi collectivement avec toutes les personnes qui m'entourent, ma famille, mon équipe technique aussi qui a fait un travail exceptionnel au niveau de mon bateau. Et puis je pense que j'ai bien pris le problème dans le bon sens en prenant avec moi à mes côtés Loïs Béréard, un jeune figariste, donc quelqu'un qui fait la solitaire du Figaro, qui a 28 ans, qui est fougueux, plein de talent et qui m'amène un peu ce feu sacré que j'avais un peu perdu l'année dernière et pour remettre le sport au centre du projet et repartir plein d'ambition sur cette Transat Jacques Vabre. C'est difficile de se choisir un camarade quand on part en duo, même si là ce n'est pas les mêmes durées que le Vendée Globe, mais c'est tout de même une grosse semaine. C'est sûr que nous ça va durer 19 jours le parcours, donc faut pas se tromper. Mais Loïs Béréard est quelqu'un que je connais très bien parce que j'ai collaboré pendant 10 ans avec son père qui était le team manager du projet. Donc j'ai aucune inquiétude, on se complète très bien, il y a beaucoup de respect entre nous. Mais c'est vrai que le choix du binôme sur une Transat Jacques Vabre est très très important parce que l'entente et la complicité sont fondamentales pour la performance. Il y a souvent des records de vitesse battus sur ce type de compétition, mais là le parcours est différent de ce qu'il a pu être avec une arrivée aux Antilles, on l'a dit, pas au Brésil. On cherche quand même à faire un temps dans ces cas-là ? Non, pas vraiment. Là, l'idée, c'est de faire le meilleur classement possible. Moi, je préfère être 5e en 25 jours que 10e en 18. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire le meilleur résultat possible par rapport aux autres. On cherche pas forcément à battre un temps ou à imposer un record. Vous l'avez rappelé, du fait du Covid, on ne va pas au Brésil cette année comme sur les éditions précédentes. Mais par contre, on va passer devant le Brésil puisque nous allons tourner autour de l'archipel de Fernando de Noronha, qui est au large Récif, qui est une marque de parcours avant de retourner vers la Martinique. Il y a 2 passages le temps un peu plus long cette année. Du coup, c'est plus long, il y a 2 passages de poteau noir, donc il va y avoir beaucoup de pièges. Donc c'est un parcours qui est vraiment passionnant, qui va être assez technique, avec beaucoup de rebondissements et qui va être vraiment passionnant. Et les bateaux s'améliorent à chaque édition. On le voit pour toutes les transats, toutes les courses à la voile. Là, avec votre IMOCA Nexans Art et Fenêtre, il a fallu revoir tout du sol au plafond ? Non, alors après le Vendée Globe, on a fait un chantier relativement léger de remise à niveau du bateau et d'entretien et de fiabilisation. Le bateau, dans sa configuration actuelle, est quand même le sister ship du dernier vainqueur du Vendée Globe, plus celui du Vendée Globe précédent. Donc en fait, cette carène a gagné le Vendée Globe 2016 et le Vendée Globe 2020. Donc on a un très bon bateau. Après, on a des foils plus petits que les bateaux de nouvelle génération qui vont voler plus haut et donc aller plus vite. Et donc ce sera sans doute l'objet d'un chantier ultérieur dans la perspective du Vendée Globe 2024. Mais pour cette Jacques Vabre 2021, on est resté un petit peu dans cette configuration raisonnable. Eh bien, naviguez bien et volez bien avec vos foils. Merci Fabrice Amédéo avec Loïs Béréard sur cette Transat Jacques Vabre. France Info sera en direct du Havre avec Catherine Potier dès demain après-midi et puis bien sûr dimanche au moment du départ. France Info Météo avec l'épargne constructive CIC. Parce qu'une bonne épargne, ça se construit. Sébastien Léa, c'est Météo France. C'est le soleil qui vous attend cet après-midi sur le Languedoc-Roussillon, la Provence et les Alpes. L'après-midi est aussi bien ensoleillé entre l'ouest des Hauts-de-France et du bassin parisien, à la Gironde et aux Landes, jusqu'aux côtes de la Manche et aux pointes du Finistère, même si quelques paquets nuageux, parfois plus épais, peuvent atténuer les belles éclaircies. En revanche, entre les Pyrénées, le Lyonnais et le Limousin, jusqu'à l'Aisne, aux Ardennes et à l'Alsace, ce sont les nuages qui l'emportent cet après-midi. La couche nuageuse a tout de même tendance à se morceler, mais quelques averses isolées peuvent se faire remarquer entre le Massif central, les Vosges et le Jura. Le long des Pyrénées, les averses sont plus nombreuses cet après-midi
et les nuages plus compacts. On attend même un peu de neige dès la moyenne montagne. La Corse est plus partagée cet après-midi avec risque d'averse et d'orage à l'est, étant plus sec et timides éclaircies sur l'ouest. Les températures maximales atteignent 10 degrés à Toulouse, Bourges et Nancy, 11 degrés à Strasbourg, Lyon et au Havre, 12 degrés pour Lille, Paris, Cognac et Biarritz. On attend 13 degrés à Vannes, 14 degrés à Nîmes, 17 degrés à Marseille et jusqu'à 18 degrés à Nice et Ajaccio. Merci Sébastien Léa, c'est Météo France. Nous parlions avec Fabrice Amédéo à l'instant de la pollution des océans. Un mot de la COP26 avec un débat à venir sur France Info sur la mobilisation des jeunes dans ce sommet climat. Nous en parlerons tout à l'heure. D'abord un nouveau point sur l'information, 13h30. Et le retour au micro de Stéphane Milhomme. Les évêques reconnaissent la responsabilité institutionnelle de l'Église dans les affaires de pédocriminalité. Cette responsabilité entraîne un devoir de justice et de réparation. C'est le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui le déclare. Quelques semaines, Jérôme Jadot, après les révélations du rapport Sauvé, l'Église va donc plus loin dans la reconnaissance de sa responsabilité. Et oui, les évêques reconnaissent donc cette responsabilité institutionnelle de l'Église catholique, et ça, eh bien, ils ne l'avaient jamais fait jusqu'à présent. En mars dernier, ils avaient déjà adopté un texte, mais il y était question de responsabilités individuelles, responsabilités d'évêques ou de responsables ecclésiaux, mais pas de l'Église en tant que structure, en tant qu'institution, et c'est ce que demandait donc ce rapport Sauvé rendu public il y a un mois maintenant. Il incitait à la reconnaissance d'une responsabilité systémique, c'est donc chose faite. Ce mot systémique est d'ailleurs repris par les évêques. Ces violences ont été rendues possibles, disent-ils, par un contexte global. Des fonctionnements, des mentalités, des pratiques au sein de l'Église catholique ont permis que ces actes se perpétuent et ont empêché qu'ils soient dénoncés et sanctionnés. Puis il y a un deuxième mot qui est employé par les évêques et qui est important, qui ne l'avait pas été jusqu'à présent, c'est réparation. Cette reconnaissance des responsabilités entraîne un devoir de justice et de réparation, assure-t-il jusqu'à présent. L'Église parlait de gestes financiers, de contributions financières. Là, cela va donc plus loin. Reste à voir avec quelle modalité, quel montant, quel financement. Les évêques doivent en discuter jusqu'à lundi. Les explications signées Jérôme Jadot sur France Info. 3h30 face à ses pairs et à la sortie, Didier Raoult garde le silence devant la forêt de micros des journalistes. Depuis Bordeaux, Didier Raoult a dû s'expliquer, convoqué par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins. Le professeur marseillais devait notamment argumenter pourquoi il a persisté à défendre la chloroquine pour soigner le Covid. Le Parlement autorise le pass sanitaire jusqu'à la fin juillet 2022. L'Assemblée nationale a eu le dernier mot. Les sénateurs souhaitaient limiter cette extension, cette prolongation au mois de février pour que le gouvernement argumente à nouveau devant les deux chambres. L'hommage de Marseillais aux 8 victimes de la rue d'Aubagne. Minute de silence ce matin, 3 ans après l'effondrement de 3 immeubles vétustes. Un collectif d'habitants dénonce les retards pris par la ville mais aussi par l'État pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Jean-Luc Lahaine, il est fait, parle toujours de relations consenties avec les deux adolescentes. Au terme de 48 heures de garde à vue, le chanteur de 68 ans est présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen pour viol sur 2 mineurs de plus de 15 ans. Avec une fois de plus Greta Thunberg en tête de cortège, des jeunes défilent ce vendredi à Glasgow pour défendre le climat et demander des mesures plus pertinentes au sommet de la COP26 qui se poursuit en Écosse. L'Assemblée nationale, merci Stéphane Milhomme, a définitivement adopté ce matin le projet de loi dit de vigilance sanitaire avec le maintien jusqu'au 31 juillet de la possibilité de recourir au pass sanitaire. Julien Borowczyk est député La République En Marche de la Loire, médecin généraliste. Il préside la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise sanitaire. Il est revenu sur France Info sur ce vote. On voit bien que les oppositions sont embarrassées par cette histoire-là, parce que finalement ils se rendent compte que les décisions qui ont été prises, qu'ils critiquaient pour certains d'ailleurs à l'époque, les décisions qui ont été prises, en particulier notamment le pass sanitaire, ça fonctionne, c'est utile, c'est reconnu. Donc évidemment il n'y a pas d'opposition là-dessus, mais la question aujourd'hui c'est de dire comment on peut faire pour s'opposer, pour exister. Alors on essaye de dire qu'il faut du débat. Le débat parlementaire pour le coup a eu lieu, il a lieu en permanence, il y a, et vous l'avez rappelé aussi sur votre antenne, il y aura un rapport que le gouvernement devra présenter en février avec un débat. Je veux dire, voilà, la Constitution, l'activité, le pouvoir du Parlement, évidemment, sont respectés. Et je rappelle quand même que nous sommes la majorité, nous votons en conscience. À la majorité, c'est la représentativité de la nation et du peuple. On va parler des autres mesures de ce projet de loi vigilance sanitaire, Julien Borowczyk. Il y a notamment un durcissement de la lutte contre la fraude au pass. C'était nécessaire, ça ?
Oui, on l'a vu. Alors on a vu aussi des professionnels de santé fort peu nombreux, mais quand même certains qui ont fraudé. On a vu des fraudes aussi sur Internet, et puis on a vu des utilisations de passes d'un collègue, d'un copain. Je crois que c'est important aujourd'hui de ne pas tricher avec ça. C'est quand même un outil de protection de la population générale. Donc c'est important de renforcer la lutte contre la fraude, oui, bien sûr. Et puis ce texte, il prévoit également la levée du secret médical dans le cadre scolaire pour que les chefs d'établissement puissent notamment connaître le statut vaccinal des élèves. Ça aussi, ça divise. Là aussi, même question aux députés comme aux médecins. C'était nécessaire ? Oui, c'était nécessaire. Vous savez, moi, je m'en suis rendu compte lorsque je suis allé vacciner dans des collèges et dans des lycées. J'avais des chefs d'établissement qui m'avaient posé cette question, justement, qui m'avaient demandé de faire remonter ça au gouvernement parce qu'ils avaient cette inquiétude de ne pas pouvoir gérer dans leurs établissements, de ne pas pouvoir connaître les statuts de leurs élèves. Et c'est vrai que, bien sûr, j'entends le débat sur le secret médical, mais on reste sur quelque chose de très périphérique par rapport au secret médical. Et c'est important aussi pour maintenir l'enseignement, les écoles et les classes ouvertes, parce qu'on peut cibler justement les actions sur les élèves qui doivent aujourd'hui être isolés ou vaccinés. Le député La République En Marche de la Loire, Julien Borovzik, qui préside la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise sanitaire. Il répondait à Camille Revel sur France Info. Nous sommes début novembre, mais vous commencez peut-être à penser à Noël. Nous préférons vous prévenir, il y a des risques que ce livre que vous pensez commander au libraire mette un peu de temps à arriver en boutique. Le secteur de l'édition, celui de l'impression, surtout en réalité, est en tension depuis quelques mois. Le papier vient à manquer. Matteo Maestracci, pour ce choix de France Info, vous êtes allé prendre la température chez un imprimeur. Nous sommes à Malesherbes, dans le Loiret, dans les gigantesques entrepôts du groupe Maury, l'un des plus gros imprimeurs du pays, avec 65 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Une activité tournée essentiellement vers la presse magazine. Le nouveau Paris Match est d'ailleurs en train de sortir des rotatives. Mais Maury travaille aussi pour la littérature et imprime beaucoup de livres de poche. L'entreprise a commencé à ressentir les soubresauts du marché du papier au début de l'été. Jean-Paul Ménez en est le directeur général. Ce sont les éditeurs qui nous fournissent le papier. Donc oui, on l'a senti, mais plus au départ sous une forme d'augmentation des prix qui est d'un seul coup devenue très forte à partir du début juillet et qui s'est accélérée ces dernières semaines, pour ne pas dire ces derniers jours. On a eu des notices à très court terme, sous moins d'une semaine, en disant ça augmente tel jour, et puis c'est à prendre ou à laisser. Je dirais que dans le livre, pour l'instant, je dirais que sous tension me paraît être le bon terme. Il n'y a pas vraiment de pénurie. Une situation sous tension donc, mais pas de pénurie. La plupart de nos interlocuteurs ne sont d'ailleurs pas alarmistes. C'est donc, Mathéo, une nouvelle fois la pandémie de Covid qui est responsable de cette situation. Avec des conséquences et des effets décalés dans le temps. Pendant l'année 2020, au plus fort de la crise sanitaire et pendant les 2 confinements vécus en France, les gens ont beaucoup lu, plus que d'habitude, grâce au stock précédent. Mais pendant ce temps, les usines papetières tournaient au ralenti. Résultat, la pâte à papier est venue à manquer, mais aussi le papier transformé qu'utilisent les imprimeurs. Qui dit manque de matières premières et rareté, dit hausse de son coût aussi, plus 15% en moyenne depuis le début de l'année. Pour ne rien arranger, la demande de carton d'emballage pour les livraison, par exemple, a elle aussi flambé avec le Covid, impactant les volumes, d'où les retards d'approvisionnement, entre 8 et 10 semaines supplémentaires, voire les ruptures de stock constatées en ce moment, qui concernent notamment le secteur imposant de la bande dessinée. Marion Glénat est présidente du directoire du groupe du même nom. On a tous les mêmes problèmes parce que de toute façon, on travaille tous avec les mêmes papetiers et les mêmes imprimeurs. On s'est retrouvés effectivement à ne plus pouvoir répondre à la demande. On a multiplié nos nombres de papetiers, multiplié nos nombres d'imprimeurs. La demande augmentée, les tirages augmentés évidemment puisque les prises de commandes des libraires étaient encore plus importantes. Je pense qu'on est dans une reprise économique tellement forte que forcément il y a des embouteillages au bout de la ligne. Et si la situation n'est pas forcément encore catastrophique, plusieurs sorties de manga, domaine dont les ventes ont explosé depuis 2020 ont pris du retard. Une autre BD très attendue, Les Strates de Pénélope Bagieux, a elle aussi vu sa date de parution décalée. Et on imagine que face à cette situation, les gros éditeurs s'en sortent mieux que les autres.
Oui, c'est le cas pour Glénat, dont on vient de parler, avec des volumes assurés jusqu'à la fin de l'année et donc pour Noël. Et de manière générale, ce qui semble logique, les maisons puissantes ont su anticiper en prévoyant des commandes de papier plus importantes et en sentant le marché un peu à l'avance. C'est leur métier. Pascal Lenoir est directeur de la production chez Gallimard. On n'a pas anticipé sur les stocks, j'ai anticipé sur les besoins. Au lieu d'avoir une vision à 4 semaines sur mes besoins, je suis monté à 6 semaines, puis 10 semaines, puis 12 semaines, puis plus. Ceux qui vont avoir des soucis, qu'ils soient gros, petits, moyens, c'est ceux qui n'auront pas vu le coût et qui ont un livre qui décolle et n'auront pas le papier. Et ça, vous avez beau être gros ou petit, quand vous avez des difficultés d'approvisionnement, vous ne pouvez pas l'anticiper. Mais ça reste tout de même compliqué pour les structures de taille plus modeste, même si, par exemple, l'éditeur indépendant Philippe Ray, qui a reçu avant-hier le prix Goncourt pour le roman La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougarsar, va en réimprimer 300 000 exemplaires dans les prochains jours, soit 10 fois plus que le premier tirage du mois d'août, de quoi normalement couvrir les besoins d'ici Noël. Et d'ailleurs, toutes les personnes interrogées nous l'ont assuré, il n'y aura pas de pénurie de livres sous les sapins de Noël, pas de répercussion non plus pour l'instant de cette hausse du coût de fabrication sur le prix des livres pour le consommateur, mais les premiers mois de 2022 seront sans doute plus difficiles. Nous sommes prévenus. Merci Matteo Maestracci pour ce choix de France Info à retrouver sur franceinfo.fr. France Info, midi 14h. Augustin Arrivé. Quelle place pour la jeunesse dans la COP26? Nous en parlons après le fil info, 13h40, Stéphane Milhomme. Les évêques reconnaissent la responsabilité institutionnelle de l'Église de France dans les affaires de pédocriminalité. Cette responsabilité entraîne un devoir de justice et de réparation. C'est le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui le déclare. Réaction officielle quelques semaines après la publication du rapport Sauvé. C'est une information France Info dans l'affaire du gynécologue parisien accusé de viol. 3 nouvelles plaintes sont déposées contre le professeur Émile Daraï. Ces 3 nouvelles procédures s'ajoutent à 3 autres plaintes déjà déposées contre ce professeur, suspendu récemment de ses responsabilités de chef de service à l'hôpital Tenon. Didier Raoult est sorti de plus de 3h30 d'explications devant le Conseil de l'Ordre des médecins, la chambre disciplinaire basée à Bordeaux. Le professeur marseillais controversé garde le silence à la sortie. Il devait s'expliquer sur ses positions face à la crise sanitaire entre la défense de la chloroquine et sa remise en cause des mesures de confinement. France Info. C'est vendredi, c'est jour de manifestation de la jeunesse pour le climat. Évidemment, les cortèges d'aujourd'hui auront une valeur particulière en pleine COP26. Un rassemblement principal en ce moment même à Glasgow, là où se tient ce sommet international. Greta Thunberg de la partie. La relation entre le mouvement et la COP s'est modifiée avec le temps. Étienne Monin, des dizaines de jeunes du mouvement se sont d'ailleurs accrédités cette année pour l'événement. Eric Njunguna est kényan, il a 19 ans, il vient de terminer le lycée et il a un badge bleu des Nations Unies pour entrer à la COP. Il fait partie du mouvement de Greta Thunberg et il explique que grâce à de grandes ONG, ils sont autour de 70 jeunes à pouvoir naviguer dans l'organisation pour suivre les discussions et créer des liens avec d'autres mouvements de jeunesse. Aujourd'hui, dans la rue, il va demander la justice climatique, un soutien financier sans condition pour les pays pauvres parce que, dit-il, il ne croit plus à ce genre d'événement. Je ne suis pas venu à la COP26 parce que je pensais qu'il allait se passer quelque chose, mais parce que je voulais voir en vrai comment les leaders du monde détériorent la vie des autres, comment ils prennent les mauvaises décisions et comment ils jouent avec la vie des autres, parce que leurs décisions menacent des vies, parce que le changement climatique nous touche déjà, nous, dans le Sud. Là, on est à la COP26, toutes les précédentes ont été un échec. Et celle-là, ce sera la même chose. Cette année, Greta Thunberg n'a pas participé à la COP. Elle a rencontré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, mais elle s'est seulement exprimée dehors pour brocarder les dirigeants et leurs engagements. La tonalité était plus radicale, le style plus décontracté. Nicolas Héringer de l'organisation 350.org. Je pense que ce qui a changé, c'est que d'abord, elle fait les choses plus collectivement qu'avant. C'est vrai qu'au début, au tout début, elle était seule, de fait, et qu'ensuite, il y a une espèce de célébrité, de rapport à la célébrité construite par les chefs d'État et de gouvernement, par une partie des médias également, et qu'elle essaye maintenant de faire les choses plus collectivement. Du coup, elle est moins visible, mais ce sont d'autres aussi qui sont un peu plus visibles, mais que clairement, personne parmi ces personnes-là n'entend jouer le jeu du soutien à ce ronron, à ce blablabla, qui est un grand cirque en fait. Les 2 manifestations à Glasgow vont permettre de mesurer le niveau de mobilisation et de colère vis-à-vis du manque d'ambition affiché par beaucoup de dirigeants avant la COP.
Étienne Monin, spécialiste des questions environnementales, avec 8000 personnes attendues sur place à Glasgow. Bonjour Michel Fize. Bonjour. Sociologue, spécialiste de la jeunesse. Je cite votre dernier livre, Quelle était belle ma révolution, qui évoque d'autres mouvements de colère récents, notamment les Gilets jaunes. Nous sommes également en ligne avec une militante de ce mouvement Youth for Climate, Louise, bonjour. Bonjour. Je précise que c'est à votre demande que je me contente de votre prénom, Louise. Je crois que vous n'avez pas pu vous rendre à Glasgow cette semaine. Comment est-ce que vous suivez les échanges internationaux de cette COP ? J'essaye de regarder un peu des vidéos sur YouTube et je lis 2 ou 3 trucs que j'essaye de trouver sur Internet, mais c'est un peu plus difficile que d'IEL, c'est sûr. Cette mobilisation aujourd'hui par rapport à toutes les autres manifestations de tous les autres vendredis, est-ce qu'elle est différente à vos yeux ? Je pense que c'est différent parce que en ce moment, il y a des choses importantes qui se jouent et les jeunes veulent vraiment essayer d'avoir un pouvoir, enfin essayer de renverser la balance, de faire quelque chose. Je pense que si on est assez nombreux et si aujourd'hui on a envie de se faire entendre pour pouvoir vraiment changer. Et c'est difficile de se faire entendre quand les chefs d'État, par définition, sont tous de générations plus âgées que la vôtre. Nous, on a grandi on nous a dit vous allez être la génération qui va tout changer, vous allez inventer des choses qui n'existent pas, vous allez vivre mieux que nous et vous allez tout changer. Alors que peut-être que les générations d'avant, on ne leur a pas dit ça. Nous, on est nés et on nous a dit vous allez changer les choses. Qui vous a dit ça ? Je me souviens, il y avait une prof qui m'avait dit de toute manière, ça ne sert à rien qu'on fasse des choses parce que plus tard, ce sera vous qui allez changer les choses. On nous montre toutes les possibilités et on nous dit que c'est nous qui allons devenir ingénieurs et inventer quelque chose qui va changer le monde. C'est nous qui allons monter dans les rues, descendre dans les rues plutôt, et faire changer le gouvernement. C'est nous. Michel Fize, on entend ce témoignage à l'instant de Louise. Toutes les mobilisations, tous les mouvements naissent vraisemblablement de frustration et de volonté de se faire entendre. Mais là, il y aurait donc un caractère un peu particulier, c'est que cette jeunesse serait encouragée à le faire par les générations qui l'ont précédée ? C'est un aveu d'impuissance des anciennes générations, ce qui n'est pas évidemment très reluisant pour ces générations. Je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse a bien compris qu'elle doit se constituer en fer de lance pour agiter des consciences qui ont été longtemps endormies et qui apparaissent encore aujourd'hui extrêmement paresseuses. Donc à ce diagnostic, passons maintenant, encore une fois, à des actions et à des actions concrètes et au niveau mondial. Je crois que les jeunes ont bien compris que quelque part, ils doivent se constituer en une sorte de vigie morale permanente, à ce que fait Greta Thunberg et toutes ceux et toutes celles qui sont autour d'elle, et d'autres mouvements d'ailleurs. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est nouveau. Non pas l'intérêt pour ces questions, parce qu'on pourrait remonter, vous savez, au Larzac, la contestation contre l'extension du camp militaire il y a plus de 40 ans. On pourrait parler des zadistes également. Mais ils étaient minoritaires. Aujourd'hui, presque tous les partis politiques en France se revendiquent comme étant au moins à minima écolo. Oui, parce que je pense que chacun a bien compris qu'il y a un double défi. Relever évidemment les fins du mois difficiles pour beaucoup et éviter la fin du monde pour tous. Voilà. Je pense qu'effectivement, là maintenant, la conscience est faite, je crois, au niveau international, mais il reste évidemment à engager des actions. Alors, c'est pas facile quand on a des pays comme la Chine qui sont grands producteurs de carbone. Les États-Unis sont aussi dans ce lot-là, même l'Allemagne, avec ses mines de charbon réouvertes à la place du nucléaire. Donc il y a encore du pain sur la planche. Mais je pense que ce qui est important avec ce mouvement des jeunes, c'est qu'il inscrit son action dans la durée, dans la permanence. Voilà. Il n'y a pas de relâchement. Ça, je crois que c'est assez nouveau. Louise, en attendant de devenir ingénieur, comme vous le suggérez votre ancienne professeure, il s'agit de vous faire entendre des générations plus âgées qui sont aux commandes
Hollande actuellement. Vous aviez un sommet préparatoire de cette COP à Milan le mois dernier pour établir une liste de propositions qui seraient amenées ensuite à la COP 26. Est-ce que vous savez ce que cette liste est devenue ? Je sais pas, je ne suis pas allée à ce sommet, excusez-moi, mais je sais que Youth for Climate, la branche de Fridays for Future de France, a fait une liste d'arguments pour expliquer clairement ce qu'on voulait. Et de mémoire, j'ai vu des articles sur le site officiel qui montraient qu'elle avait été diffusée dans plusieurs pays. Je ne sais pas si c'est la même chose ou c'est quelque chose qui s'en rapproche, mais... Vous avez l'impression qu'il y a une écoute plus particulière aujourd'hui, un intérêt justement, je parlais de ces partis politiques, en tout cas en France, qui se teintent de vert. On écoute votre message ? Je pense que certains adultes comprennent ou au moins font semblant de comprendre qu'on a envie de faire des choses et ils ont peur, mais ils se rendent compte qu'on va avoir de la puissance parce qu'on est nombreux, extrêmement nombreux. Nous allons continuer à parler de cette mobilisation des jeunes dans la COP juste après le fil info. Il est 13h50, Stéphane Milhomme. Et c'est une information France Info. Ce sont désormais 6 plaintes déposées devant la justice pour viol à l'encontre du professeur Émile Daraï. 3 nouvelles procédures aujourd'hui à l'encontre de cet ancien chef de service de l'hôpital Tenon à Paris. Quelques semaines après les révélations du rapport Sauvé, l'Église va plus loin dans la reconnaissance de sa responsabilité sur des cas de pédocriminalité. Monseigneur de Moulin-Beaufort reconnaît la responsabilité institutionnelle de l'Église. Pour lui, elle entraîne un devoir de justice et de réparation. Le rapport Sauvé a mis au jour le mois dernier près de 300 000 agressions sexuelles et viols commis par des hommes d'église depuis les années 50. Le Parlement autorise le pass sanitaire jusqu'à la fin juillet 2022. L'Assemblée nationale a eu le dernier mot pendant les débats des derniers jours. Le Sénat, à majorité de droite, a tenté de limiter cette prolongation de la mesure sanitaire au mois de février. Ce sera donc jusqu'en juillet. La pilule anti-Covid de Pfizer, efficace à 89% contre les décès et pour éviter les hospitalisations. Le laboratoire est le deuxième à vanter les bons résultats de son traitement, autre qu'un vaccin. Pfizer prêt à demander une validation rapide devant l'Agence américaine des médicaments. La création de plus de 96 000 emplois salariés au 3e trimestre, ces statistiques de l'INSEE représentent la 3e hausse de l'année. Cela permet à la France de dépasser son niveau d'avant la crise sanitaire, hausse de plus de 1% des emplois intérimaires. France Info.